Ils ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens d'emmener 2 personnes, alors ma sœur a eu droit aux vacances. À leur retour, ils ont découvert que j'étais parti pour de bon, en emportant avec moi tout ce que j'avais financé. Je n'aurais jamais pensé écrire cette histoire, mais nous y voilà. Je m'appelle Amanda, et voici comment j'ai finalement tenu tête à ma famille, après 28 ans à leur servir de distributeur automatique de billets et de punching ball émotionnel. Laissez-moi commencer par le début. Je suis la fille aînée, de 3 ans de plus que ma sœur, Jessica, qui a toujours été l'enfant chéri. Là où j'étais studieuse et responsable, elle était charmante et spontanée. Là où j'économisais chaque centime et travaillais à temps partiel pendant le lycée et l'université, elle dépensait de l'argent sans compter, et ne s'inquiétait jamais des conséquences, car quelqu'un finissait toujours par la tirer d'affaire. Cette personne, c'était généralement moi. Après avoir obtenu mon diplôme en informatique, j'ai décroché un excellent poste dans une entreprise de technologie à Austin. Pendant ce temps, Jessica a abandonné l'université en 2e année, il y a 3 ans, pour poursuivre ses rêves artistiques, qui consistaient principalement à publier du contenu lifestyle sur Instagram et à travailler à temps partiel dans une boutique appartenant à une amie de maman. À 25 ans, elle vivait toujours à la maison, sans contribuer aux dépenses du foyer, alors que je versais à mes parents 800 € par mois depuis mes 20 ans pour les aider avec le prêt immobilier. On pourrait penser que cet arrangement m'aurait valu un peu de respect ou de gratitude, mais on aurait tort. Au lieu de cela, on me reprochait constamment d'être égoïste avec mon argent, d'être asocial parce que je travaillais de longues heures, et on me critiquait de ne pas soutenir davantage les projets de Jessica. Quand je me suis acheté une voiture décente, après avoir conduit une Honda de 15 ans pendant des années, maman a appelé ça de l'esbrouf. Quand j'ai emménagé dans mon propre appartement, papa a dit que j'abandonnais la famille. Mais j'ai continué à payer. J'ai continué à aider. J'ai continué à espérer qu'un jour, ils finiraient par voir que j'étais la personne responsable, celle qui méritait leur fierté et leur reconnaissance. Le point de rupture est survenu il y a 6 mois, lorsque maman a annoncé qu'elle et papa prévoyaient des vacances de 2 semaines en Europe pour leur 30e anniversaire de mariage. Ils en parlaient depuis des années, et j'étais sincèrement excité pour eux. Ils méritaient un beau voyage après avoir travaillé si dur toute leur vie. Nous emmenons Jessica avec nous, a annoncé maman lors du dîner du dimanche. Elle a besoin d'inspiration pour son blog, et les photos seront incroyables. J'ai levé les yeux de mon assiette, confuse. Et moi? Papa s'est agité, mal à l'aise. Eh bien, chérie, nous ne pouvons nous permettre d'emmener qu'une seule de vous deux, et Jessica en a vraiment besoin en ce moment. Elle est si stressée à l'idée de trouver sa voie. Je pourrais payer mon propre billet, ai-je proposé, même si, en le disant, une sensation de froid s'installait dans mon estomac. Maman a agité la main d'un air dédaigneux. Oh, Amanda, tu sais comment tu es en voyage, toujours anxieuse, toujours inquiète pour les horaires et les budgets. Jessica sera tellement plus amusante à avoir avec nous. Et puis, tu peux te permettre de prendre tes propres vacances quand tu veux. Je suis restée assise là, dans un silence stupéfait, tandis qu'ils continuaient à planifier leur voyage, discutant des restaurants que Jessica avait trouvés sur Pinterest et des musées qu'elle voulait visiter pour son contenu. Personne ne m'a demandé ce que je voulais voir ou où j'aimerais aller. C'était comme si je n'étais même pas là. Ce soir-là, je suis rentré à mon appartement et j'ai vraiment regardé ma vie en face. Je payais l'hypothèque de mes parents depuis près de 10 ans. J'avais acheté la voiture de Jessica quand la sienne était tombée en panne et qu'elle n'avait pas pu obtenir de financement. J'avais payé d'innombrables dîners, cadeaux et urgences. J'avais meublé la moitié de la maison de mes parents quand ils avaient eu besoin de nouveaux appareils électroménagers et de nouveaux meubles. J'avais des reçus pour tout, conservés dans des dossiers méticuleux parce que je suis obsessionnel avec les finances. Et qu'est-ce que j'avais en retour? Une famille qui me voyait comme un portefeuille sur pattes, trop ennuyeuse et anxieuse pour mériter une place dans leurs vacances de rêve. Le lendemain matin, j'ai commencé à faire des projets. Mais d'abord, il fallait que je comprenne vraiment toute l'étendue de ce que j'avais donné au fil des ans. J'ai passé tout le week-end à éplucher mes dossiers financiers, mes relevés de cartes de crédit et mes comptes bancaires. J'ai créé une feuille de calcul qui aurait rendu fier mon professeur de comptabilité, en classant chaque achat que j'avais fait pour ma famille. Les chiffres étaient stupéfiants. Au-delà des 96 000 € que j'avais calculés pour les paiements de l'hypothèque, il y avait 47 000 € supplémentaires en achats directs. Le réfrigérateur avait coûté 2 800 €. L'ensemble de meubles du salon, 4 200 €. La voiture de Jessica, 18 000 €,
lorsque je m'étais porté co-emprunteur puis avait repris les paiements après qu'elle ait fait défaut. Son ordinateur portable, son équipement photo pour la création de son contenu, des vêtements de marque pour les occasions spéciales, des factures médicales quand elle n'avait pas d'assurance. Tout cela s'additionnait. J'avais également couvert des dépenses plus modestes qui semblaient insignifiantes individuellement, mais qui étaient substantielles au total, les dîners de famille où je payais toujours l'addition, les courses quand maman mentionnait qu'il manquait de quelque chose, l'essence pour Jessica quand elle était entre deux emplois, les cadeaux d'anniversaire et de Noël, non seulement pour la famille proche, mais aussi pour leurs amis et la famille élargie. J'étais devenu la trésorerie non officielle de la famille, finançant tout, de l'abonnement au club de golf de papa aux journées au spa de maman. En regardant ces chiffres, je me suis senti à la fois vengé et écœuré. Vengé, parce que cela prouvait que je ne surréagissais pas, j'avais vraiment porté cette famille financièrement pendant des années. Écœuré, parce que j'ai réalisé à quel point on avait profité de moi, et à quel point j'avais été prête à laisser faire. Le pire, c'était de me souvenir de toutes les fois où il m'avait fait sentir coupable de ne pas donner plus. Quand j'avais hésité à me porter garante pour le prêt auto de Jessica, maman avait dit que j'étais jalouse et égoïste. Quand j'avais suggéré qu'ils établissent un budget au lieu de m'appeler pour de l'argent en urgence, papa m'avait accusé d'agir avec supériorité et d'oublier d'où je venais. J'avais intériorisé leurs critiques et réprimé mes propres besoins depuis si longtemps que j'avais oublié quelles étaient mes véritables priorités. Quand était-ce la dernière fois que je m'étais acheté quelque chose de bien sans me sentir coupable? Quand était-ce la dernière fois que j'avais pris des vacances sans m'inquiéter de manquer des obligations familiales, ou des dépenses imprévues pour lesquelles il pourrait avoir besoin d'aide? Ce dimanche-là, je suis passé en voiture devant la maison où j'avais grandi, et je l'ai vraiment regardé avec un œil neuf. L'extérieur était bien entretenu. Le jardin était parfait. Et la voiture de Jessica était garée dans l'allée, impeccable. Ce n'était pas la maison d'une famille en difficulté financière. C'était la maison d'une famille qui s'était habituée à vivre au-dessus de ses moyens, parce que quelqu'un était toujours là pour les rattraper en cas de chute. J'ai pensé à mon propre appartement modeste, pratique, meublé avec des pièces que j'avais achetées d'occasion ou en solde. J'avais vécu comme une étudiante, tout en finançant le style de vie de la classe moyenne supérieure de ma famille. La disparité était grotesque. Lundi matin, j'ai appelé le service des ressources humaines de mon entreprise et j'ai posé des questions sur les options de télétravail prolongé. Il s'est avéré qu'ils souhaitaient de toute façon étendre leur présence à Austin, et qu'ils étaient heureux de me laisser travailler de n'importe où, tant que je maintenais mes niveaux de productivité. Cette conversation a ouvert des possibilités que je n'avais jamais sérieusement envisagées auparavant. Je pouvais vivre n'importe où. Je pouvais prendre un nouveau départ, dans un endroit où personne ne me connaissait comme la fille responsable ou la sœur de Jessica. Je pouvais construire des relations basées sur qui j'étais vraiment, plutôt que sur ce que je pouvais fournir. J'ai commencé à rechercher des villes avec de bonnes scènes technologiques et un coût de la vie inférieur à celui d'Austin. Denver revenait sans cesse dans mes recherches, un excellent marché de l'emploi, des possibilités de loisirs en plein air, des coûts de logement raisonnables. J'y étais allé une fois pour une conférence et j'étais tombé amoureuse des montagnes, mais je ne l'avais jamais considéré comme une maison potentielle, car cela me semblait trop loin des obligations familiales. Maintenant, cette distance me semblait être un avantage, pas un inconvénient. L'étape suivante consistait à comprendre ma position juridique. J'ai pris rendez-vous avec une avocate spécialisée dans les litiges familiaux et le recouvrement d'actifs. J'ai apporté ma feuille de calcul, mes reçus et des photos de tout ce que j'avais acheté au fil des ans. C'est assez complet, a-t-elle dit en parcourant ma documentation. La plupart des gens ne gardent pas de tels dossiers. J'ai toujours été obsessionnel avec les finances, ai-je expliqué. Je scannais et je classe tout. Heureusement pour vous. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne le droit des donations au Texas. Ce que j'ai appris était à la fois fascinant et exaspérant. Légalement, lorsque vous achetez quelque chose en cadeau, vous en conservez la propriété, sauf si vous la transférez explicitement par un document légal, ou si le destinataire peut prouver que c'était destiné à être un don permanent. La plupart des transactions familiales n'impliquent ni contrat ni transfert formel. Elles sont basées sur des suppositions et des accords informels. Le défi, a expliqué l'avocate, est de prouver l'intention. Si votre famille prétend que c'était des cadeaux destinés à transférer la propriété, cela devient une question de parole contre parole. Mais j'ai la preuve que je ne faisais qu'aider temporairement, ai-je dit, en sortant des emails et des SMS imprimés. Regardez cet échange à propos du réfrigérateur.
Maman a texté, merci de couvrir ça jusqu'à ce qu'on puisse te rembourser. Et voici papa qui dit qu'il se rattraperait quand sa prime arriverait. L'avocate a souri. Ceci change tout. S'ils reconnaissent qu'il s'agissait de prêt ou d'une aide temporaire, votre dossier pour récupérer les biens est beaucoup plus solide. J'ai quitté son bureau en me sentant investi d'un pouvoir que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas égoïste. J'étais quelqu'un dont on avait systématiquement profité, et j'avais parfaitement le droit de récupérer ce qui m'appartenait. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à faire des plans concrets. J'ai recherché des entreprises de déménagement spécialisées dans les situations délicates, familles qui se séparent, division de biens, situations où la discrétion et la rapidité étaient importantes. J'en ai trouvé une avec d'excellentes critiques et j'ai pris rendez-vous pour une consultation. La coordinatrice du déménagement, une femme nommée Patricia, était professionnelle et compréhensive. Nous voyons cela plus souvent que vous ne le pensez, a-t-elle dit. Des enfants adultes qui ont soutenu leurs parents et qui ont besoin de récupérer leurs contributions. La clé est d'avoir une documentation appropriée et d'agir rapidement pour éviter les confrontations. À quelle vitesse, ai-je demandé. Idéalement, vous voulez que tout soit sorti en 24 à 48 heures. Plus cela prend de temps, plus il y a de risques d'interférence ou de complications juridiques. J'ai programmé le déménagement pour le mercredi suivant le départ de ma famille pour l'Europe. Cela me donnerait une journée entière pour tout superviser et m'assurer que rien ne soit manqué ou endommagé. Le plus difficile a été d'agir normalement pendant les dîners de famille précédant leur voyage. J'ai assisté à de multiples conversations sur leur itinéraire, l'enthousiasme de Jessica pour les opportunités de photos, et leurs spéculations sur les restaurants qu'ils essaieraient. Personne ne m'a demandé de nouvelles de ma vie, de mon travail, ou comment je me sentais d'être exclu de cette grande expérience familiale. Lors d'un dîner particulièrement pénible, maman m'a montré des photos d'un hôtel de charme qu'ils avaient réservé à Paris. C'est si charmant, s'est-elle extasiée. Jessica l'a trouvé sur un blog de voyage. Les chambres sont minuscules, mais l'emplacement est parfait. Ça a l'air charmant, ai-je dit, sincèrement. On a failli prendre une suite qui pouvait accueillir 3 personnes, a ajouté papa. Mais c'était tout simplement trop cher. Peut-être que la prochaine fois, on pourra tous y aller ensemble. La manière désinvolte dont il a dit peut-être la prochaine fois, sans faire de plan concret ni d'engagement, a révélé tout ce que je devais savoir sur ma place dans cette famille. J'étais, au mieux, une pensée après coup, au pire, une ressource financière. Jessica, pendant ce temps, publiait des mises à jour constantes sur les réseaux sociaux au sujet de son aventure européenne à venir, des photos de ses nouvelles tenues, des captures d'écran de publications Instagram des lieux qu'il visiterait, des publications avec des comptes à rebours sur le nombre de jours avant le départ. Chaque publication recevait des dizaines de likes et de commentaires d'amis lui disant combien elle avait de la chance et combien elle leur manquerait. Personne ne publiait de messages disant que je leur manquerais, car personne ne savait que j'avais été initialement exclu de ce voyage. Puis, j'ai commencé mes recherches. J'ai examiné chaque achat important que j'avais fait pour la famille au fil des ans. Le réfrigérateur que j'ai acheté quand le leur est tombé en panne il y a 3 ans. Légalement, il était à moi, puisque j'avais le reçu et que je l'avais payé directement. Pareil pour l'ensemble de meubles du salon, la table de la salle à manger, la laveuse et la sécheuse, le MacBook Pro de Jessica, la nouvelle télévision dans la salle familiale, et une trentaine d'autres articles totalisant près de 40 000 €. J'ai aussi appelé une avocate pour m'assurer de bien comprendre mes droits. Il s'avère que lorsque vous achetez quelque chose en cadeau, vous en conservez la propriété, sauf si vous la transférez explicitement par un document légal. La plupart des familles ne s'embêtent pas avec la paperasse pour les cadeaux, ce qui jouait en ma faveur. Ensuite, j'ai trouvé un magnifique appartement à Denver. J'avais toujours voulu vivre dans le Colorado, mais je ne l'avais jamais sérieusement envisagé, car je me sentais obligé de rester près de ma famille. Les montagnes, les activités de plein air, la scène technologique florissante, c'était tout ce dont je rêvais. J'ai donné mon préavis pour mon appartement actuel, j'ai engagé des déménageurs, et j'ai commencé une nouvelle recherche d'emploi à Denver, tout en conservant mon arrangement de travail à distance. Tout s'est mis en place avec une facilité qui donnait l'impression que l'univers travaillait enfin en ma faveur. 2 semaines avant leur départ, j'ai dîné avec la famille une dernière fois. Ils étaient fous de joie, me montrant leur itinéraire et tous les vêtements que Jessica avait achetés pour le voyage avec la carte de crédit de maman. Personne ne m'a demandé comment j'allais ou ce qu'il y avait de neuf dans ma vie. Assurez-vous de prendre beaucoup de photos, ai-je dit,
souriant sincèrement pour la première fois depuis des mois. Oh, on n'y manquera pas, a pétillé Jessica. Je vais en tirer tellement de contenu. Mon nombre d'abonnés va exploser. J'en suis sûr, ai-je convenu. Ils sont partis un mardi matin. Je les ai aidés à charger leurs valises dans la voiture de papa et je leur ai fait au revoir de la main depuis l'allée. Dès que leurs feux arrière ont disparu au coin de la rue, j'ai sorti mon téléphone et j'ai passé un appel. Bonjour, ici Amanda Mitchell. Je voudrais programmer un enlèvement pour demain matin. L'entreprise de déménagement que j'avais engagée était spécialisée dans les situations délicates. Ils étaient professionnels, efficaces et ne posaient aucune question. J'avais un inventaire complet de tout ce que j'avais acheté, avec les reçus et les photos. L'avocate avait préparé des documents officiels attestant de mes droits de propriété, au cas où il y aurait des litiges plus tard. Le mercredi, ils sont arrivés avec un camion et ont soigneusement enlevé chaque article que j'avais acheté pour la famille. Le réfrigérateur, le lave-vaisselle et l'ensemble laveuse-sécheuse ont nécessité une manipulation spéciale, mais ils s'en sont magnifiquement sortis. Les meubles ont été emballés et chargés avec un soin expert. Même les plus petits articles, comme la machine à café, le mixeur et l'ordinateur portable de Jessica, ont été emballés en toute sécurité. Le jeudi soir, la maison de mes parents ressemblait à un endroit frappé par la tornade la plus sélective du monde. Toutes les photos de famille restaient sur les murs, ainsi que tout ce que mes parents ou Jessica avaient acheté eux-mêmes. Mais les principaux appareils électroménagers avaient disparu, remplacés par des espaces béants et des fils déconnectés. Le salon avait un canapé et une table basse, leurs vieux meubles sortis du garage, mais le meuble télé, la télévision et le système audio s'étaient volatilisés. La salle à manger ne contenait que 4 chaises autour d'une petite table qu'ils gardaient en réserve. En parcourant la maison une dernière fois, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Il y avait de la satisfaction à voir la preuve physique de ma contribution au fil des ans. On remarque vraiment l'absence d'un réfrigérateur. Mais il y avait aussi de la tristesse. Cette maison contenait des décennies de souvenirs, et j'étais en train de m'effacer de leur quotidien. Je me suis arrêté dans la chambre de Jessica, regardant l'endroit où se trouvait autrefois son bureau. Je lui avais acheté ce bureau quand elle a commencé l'université communautaire, avec une chaise et une lampe assortie. Je voulais qu'elle ait un véritable espace de travail, un endroit qui l'inspirerait à se concentrer sur ses études. Elle l'avait principalement utilisé comme surface d'exposition pour sa collection de maquillage et comme station de recharge pour ses divers appareils électroniques. Son ancien bureau était maintenant de retour du garage, une petite chose bancale datant de l'époque où elle était au collège. Son ordinateur portable était posé dessus, semblant surdimensionné et précaire. J'avais laissé l'ordinateur portable, car cela me semblait trop personnel, trop directement lié à son travail, même si je l'avais payé. Mais en regardant l'installation maintenant, je me demandais si je n'avais pas été trop généreuse. En allant dans la chambre de mes parents, j'ai vu les espaces vides où se trouvaient la nouvelle commode et les tables de chevet. Ils étaient revenus aux vieux meubles qu'ils utilisaient depuis 20 ans, des pièces qui montraient leur usure et ne correspondaient plus à la peinture et à la décoration modernisée de la pièce. Le contraste était saisissant et serait impossible à ignorer. J'ai passé plus de temps dans la cuisine, qui avait été la plus radicalement transformée. Le vieux réfrigérateur qui se trouvait dans le garage était maintenant au centre de la scène, un modèle blanc bas de gamme de 1998 qui suffisait à peine aux besoins de la famille, même quand j'étais au lycée. Les comptoirs semblaient nus sans la machine à café, le mixeur et le robot pâtissier que j'avais acheté au fil des ans. Même le micro-ondes avait disparu, remplacé par un modèle de comptoir de leur premier appartement qui occupait un précieux espace de préparation. L'ironie ne m'a pas échappé que cette cuisine avait été le théâtre de tant de dîners de famille où l'on m'avait fait me sentir inadéquate ou ingrate. Maintenant, elle ressemblait exactement à ce qu'elle était sans mes contributions, la cuisine d'une famille vivant d'un chèque de paie à l'autre, se débrouillant avec de vieux appareils et des espaces exigus. J'ai pris des photos de tout, non par méchanceté, mais comme documentation. Si ma famille essayait de prétendre que j'avais pris plus que ce que j'avais acheté, ou si elle tentait une action en justice, je voulais avoir la preuve exacte de l'état de la maison quand je l'ai quittée. Alors que je me préparais à partir, j'ai traversé le salon une dernière fois. Le vieux canapé qu'ils avaient récupéré du garage avait un imprimé floral délavé que maman avait toujours détesté. Il était associé à une table basse avec des taches de cercle dues à des années d'utilisation, et une table d'appoint qui chancelait dès qu'on posait quelque chose dessus. La télévision était un petit modèle plus ancien qui se trouvait dans la chambre d'amis, suffisant pour un visionnage de base, mais loin de la taille et de la qualité de celui que j'avais acheté.
La pièce ressemblait à une capsule temporelle d'il y a 15 ans, à l'époque où mes parents gravissaient encore l'échelle financière et ne pouvaient pas se permettre le style de vie auquel ils s'étaient habitués. C'était un rappel brutal de leur réalité économique réelle, lorsqu'ils n'étaient pas subventionnés par leur fille aînée. Je me suis surprise à penser à toutes les soirées que j'avais passées dans cette pièce, à regarder des films avec ma famille, ou à aider Jessica avec ses devoirs à la table basse que j'avais achetée pour remplacer leur vieille table bancale. Ces souvenirs semblaient maintenant souillés, sachant que ma famille avait considéré mes contributions comme des obligations plutôt que des cadeaux, comme la preuve de mon rôle de banque familiale plutôt que comme des gestes d'amour et de soutien. Debout sur le seuil, j'ai réalisé que c'était probablement la dernière fois que je verrais cette maison. Même si ma famille et moi finissions par nous réconcilier, ce qui semblait peu probable, notre relation serait fondamentalement différente. Je ne serais plus jamais la personne qu'ils appelleraient quand ils auraient besoin d'argent ou voudraient améliorer leur style de vie. Je ne donnerai plus jamais la priorité à leur confort au détriment de ma propre sécurité financière. La maison semblait plus petite, en quelque sorte, comme si le retrait de mes contributions avait réduit non seulement sa fonctionnalité, mais aussi son sens même des possibilités. Elle ressemblait à ce qu'elle était, une maison de classe moyenne, occupée par des gens de classe moyenne, menant un style de vie de classe moyenne. Il n'y avait rien de mal à cela, mais c'était bien loin du confort de la classe moyenne supérieure dont ils avaient joui avec mon aide. J'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai glissé la clé dans la fente de la boîte aux lettres, avec une note détaillée que j'avais préparée. En allant vers ma voiture, je n'ai pas regardé en arrière. Ce chapitre de ma vie était officiellement clos. J'ai laissé une note sur le comptoir de la cuisine, lestée par la clé de la maison que je rendais, maman et papa, j'ai repris les articles que j'ai achetés au fil des ans. Tout ce qui a été enlevé a été acheté et payé par moi, et j'ai les reçus pour tout. J'ai laissé des copies de la documentation sur le comptoir pour votre référence. J'ai déménagé à Denver et je ne reviendrai pas. Je réalise maintenant que mon rôle dans cette famille était de fournir un soutien financier, sans recevoir aucun soutien émotionnel en retour. Je mérite mieux que ça, et je le prends enfin. Ne vous inquiétez pas pour les paiements de l'hypothèque que j'ai effectués. J'ai calculé qu'au fil des ans, j'ai payé environ 96 000 € pour votre maison, ce qui couvre largement la valeur des articles que j'ai emportés. Considérez que nous sommes quittes. J'espère que vous avez apprécié vos vacances. Je commence ma nouvelle vie. Amanda PS Jessica, ton ordinateur portable est dans ta chambre. Puisque je ne subventionne plus ton style de vie, tu devrais peut-être envisager de trouver un vrai travail. Je suis parti en voiture un samedi matin, mes propres affaires chargées dans une remorque U-Haul derrière ma voiture. Je me sentais plus légère à chaque kilomètre, comme si je me débarrassais d'années de ressentiment et de déception. Ils sont rentrés d'Europe le dimanche. Mon téléphone a commencé à sonner à 23h47 ce soir-là. J'étais dans mon nouvel appartement à Denver, en train de déballer des cartons et d'arranger mes meubles, des meubles qui étaient vraiment les miens, achetés avec mon propre argent, pour mon propre espace. Je n'ai pas répondu. Les appels ont continué pendant des heures, maman, papa, Jessica, même certains membres de la famille élargie qui avaient apparemment été recrutés pour la cause. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale. Le lundi matin, j'ai enfin écouté les messages. Maman était hystérique. Amanda, qu'as-tu fait? La maison est vide. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes ta famille. Papa était en colère. C'est du vol, Amanda. Tu ne peux pas simplement prendre des choses parce que tu les as payées. C'était des cadeaux. Jessica était, comme on pouvait s'y attendre, dramatique. Tu as tout gâché. Comment suis-je censé travailler sans mon ordinateur? Tu détruis ma carrière avant même qu'elle ne commence. Il y avait 17 messages vocaux au total, chacun plus indigné que le précédent. Aucun d'entre eux ne reconnaissait que je soutenais financièrement la famille depuis des années. Aucun n'admettait que m'exclure des vacances avait été blessant. Ils étaient entièrement concentrés sur ce que j'avais pris, pas sur ce que j'avais donné. Je les ai tous supprimés et j'ai bloqué leur numéro. Le mardi, j'ai reçu un appel de l'avocate que j'avais consultée. Apparemment, mes parents avaient contacté la police pour un vol de propriété. L'agent qui a pris la plainte était professionnel mais sceptique, surtout après que l'avocate lui ait faxé toute ma documentation. Votre fille a des reçus pour tout, aurait dit l'agent à mon père. Elle l'a payé. Ça lui appartient. C'est une affaire civile au mieux, et franchement, son dossier est plus solide que le vôtre. Le mercredi a apporté des emails de longs messages décousus,
plein de culpabilisation et de manipulation émotionnelle. Maman écrivait à quel point elle était gênée que les voisins voient la maison dans son état actuel. Papa se concentrait sur les difficultés financières pour tout remplacer. L'email de Jessica était un chef-d'œuvre d'égocentrisme, détaillant comment mon comportement égoïste affectait sa santé mentale et sa production créative. Je les ai lus une fois, puis j'ai mis en place un filtre de suppression automatique. J'en avais fini d'être leur décharge émotionnelle. Le vendredi, j'avais commencé mon nouveau travail dans une start-up technologique de Denver. Le travail était stimulant et passionnant. Mes collègues étaient sympathiques, et mon manager semblait réellement intéressé par mes idées et mon développement de carrière. Je gagnais plus d'argent que jamais. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, chaque centime m'appartenait, à dépenser comme je l'entendais. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée d'un cabinet d'avocats. Mes parents menaçaient de me poursuivre en justice pour la restitution de leur propriété. Je l'ai transmise à mon avocat avec une note, « Veuillez gérer cela comme vous le jugerez bon ». Il m'a appelé le lendemain, retenant à peine un rire. « Ils n'ont aucune base légale », a-t-il dit. Je leur enverrai une réponse décrivant votre documentation et je leur suggérerai d'abandonner avant d'accumuler plus de frais de justice qu'ils ne peuvent se permettre. Ce fut apparemment la fin de leurs menaces juridiques. 1 mois plus tard, ma cousine Rachel m'a appelé. C'était le seul membre de la famille avec qui je m'étais toujours bien entendu, et elle avait réussi à obtenir mon nouveau numéro. « Amanda », a-t-elle dit prudemment, « je sais qu'il y a 2 versions à chaque histoire, mais je dois te demander. As-tu vraiment vidé la maison de tes parents pendant qu'ils étaient en vacances ? » J'ai repris les choses que j'ai achetées au fil des ans, ai-je dit. Tout ce que j'ai enlevé, je l'avais payé. Il y a eu une longue pause. De quelle quantité de choses parle-t-on ? Je lui ai donné un inventaire approximatif. Une autre longue pause. Mon Dieu, Amanda. Je n'avais aucune idée que tu avais acheté autant pour eux. Ils ne l'ont jamais mentionné. Tu plaisantes ? Ils racontent à tout le monde que tu as volé leurs biens par dépit, parce que tu n'as pas été invité en vacances. Ils ont fait croire que tu avais pris des objets de famille et des cadeaux de mariage. J'ai laissé tout ce qui leur appartenait vraiment, ai-je dit fermement. Chaque photo de famille, chaque bijou, chaque objet de valeur sentimentale. Je n'ai pris que les choses pour lesquelles j'avais des reçus. Rachel est restée silencieuse un moment. Tu sais quoi ? Bien joué. Je me suis toujours demandé pourquoi tu continuais à leur donner de l'argent alors qu'ils te traitaient comme de la merde. Cette conversation m'a donné l'espoir que peut-être, tout le monde ne me verrait pas comme la méchante de l'histoire. 2 mois plus tard, Jessica a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Amanda ? Sa voix était faible, différente du ton dramatique de ses messages vocaux. S'il te plaît, ne raccroche pas, que veux-tu, Jess ? J'ai trouvé un travail, a-t-elle dit doucement. Dans une agence de marketing. Débutante, mais c'est un vrai travail, avec des avantages et tout. Félicitations. Je voulais m'excuser, a-t-elle poursuivi, les mots sortant en un flot précipité. Je n'ai jamais réalisé tout ce que tu faisais pour nous. Je veux dire, je savais que tu aidais, mais je n'ai pas compris l'ampleur de la chose jusqu'à ce que tout ait disparu, et que maman et papa ne puissent rien remplacer. J'en suis sûr. Ils ont vraiment du mal, Amanda. Papa parle de faire un prêt pour acheter un nouveau réfrigérateur. Maman fait la lessive à la laverie automatique parce qu'ils ne peuvent pas se permettre une nouvelle machine. Ils s'en sortaient avant que je commence à les aider, ai-je dit d'un ton neutre. Ils trouveront une solution. Je sais que tu es en colère, et tu as tout à fait le droit de l'être, mais ne pourrais-tu pas au moins aider pour les produits de base, juste le temps qu'ils se remettent sur pied ? Et voilà. Même en s'excusant, elle demandait toujours de l'argent. Non, ai-je dit simplement. Mais Amanda. J'ai passé 10 ans à être le filet de sécurité financier de votre famille, ai-je interrompu. 10 ans de ma vie à m'assurer que tout le monde était à l'aise, tout en étant traité comme si je ne comptais pas. J'ai fini. Alors c'est tout ? Tu vas simplement nous abandonner ? Jessica, tu as 25 ans, un travail, et pas de grosses dépenses. Maman et papa sont dans la cinquantaine, avec leurs propres revenus et une hypothèque partiellement remboursée grâce à mes contributions. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes simplement plus subventionné. Elle a raccroché sans dire au revoir. 3 mois plus tard, j'ai reçu une demande d'amitié sur Facebook d'une amie de lycée,
Amanda, qui avait apparemment parlé à ma mère à l'épicerie. Elle m'a envoyé un message, ta mère semble penser que tu as fait une sorte de dépression et que tu as déménagé sur un coup de tête. Elle demande aux gens s'ils savent comment te contacter, car elle s'inquiète pour ta santé mentale. Je voulais juste que tu saches l'histoire qu'elle raconte. J'ai remercié Amanda et j'ai mis à jour mes paramètres de confidentialité. Si ma famille voulait réécrire l'histoire et faire de moi la fille instable qui avait fait une dépression, c'était leur choix. Les gens qui comptaient connaissaient la vérité. 6 mois après le début de ma nouvelle vie, je m'épanouissais. J'avais été promu au travail, je m'étais fait de vrais amis qui m'appréciaient pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais fournir, et j'avais commencé à faire régulièrement de la randonnée dans les magnifiques montagnes du Colorado. Je m'étais acheté une nouvelle voiture, une belle voiture que j'avais choisie entièrement selon mes propres préférences et j'économisais de l'argent pour la première fois depuis des années, sans me sentir coupable. J'avais aussi commencé à fréquenter quelqu'un que j'avais rencontré dans un groupe de randonnée. Marc était ingénieur logiciel comme moi, financièrement responsable et d'une franchise rafraîchissante quant à ses sentiments. Quand je lui ai raconté l'histoire de ma famille, avec beaucoup moins de détails, il n'a pas essayé de me convaincre de me réconcilier ou de suggérer que la famille devrait tout pardonner. Il a simplement dit, on dirait que tu as pris une décision saine, et il a changé de sujet pour parler de nos projets du week-end. C'était exactement la réaction que j'espérais, mais que je ne m'attendais pas à recevoir. Le mois dernier, Rachel m'a de nouveau appelé. Je voulais te prévenir, a-t-elle dit. Tes parents prévoient de venir en voiture à Denver pour te faire une surprise pour ton anniversaire. Mon sang s'est glacé. Comment ont-ils eu mon adresse? Je ne sais pas, mais ils sont convaincus que s'ils se présentent et te parlent en face à face, ils pourront te convaincre de rentrer à la maison et d'arranger les choses. Rachel, il faut que tu comprennes quelque chose. Je ne veux pas arranger les choses. Je ne veux pas qu'ils viennent. J'ai construit une nouvelle vie ici, et je suis heureuse pour la première fois depuis des années. Je comprends, a-t-elle dit rapidement. C'est pourquoi je te préviens. Peut-être que tu pourrais partir en week-end. J'ai fait mieux que ça. J'ai appelé mon avocat et je lui ai demandé d'envoyer une lettre de mise en demeure, indiquant clairement que toute tentative de me contacter ou de visiter mon domicile serait considérée comme du harcèlement. J'ai également amélioré le système de sécurité de mon immeuble et j'ai informé le personnel de la réception que ma famille n'était pas la bienvenue. Mon anniversaire s'est déroulé paisiblement. S'ils ont fait le trajet jusqu'à Denver, ils n'ont jamais dépassé le hall de l'immeuble. C'était il y a 2 semaines. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'entre eux depuis, et j'espère que le message est enfin passé. Le silence a été à la fois paisible et troublant. Après des années de communication constante, des appels téléphoniques pour demander de l'aide, des SMS sur les obligations familiales, des emails avec des liens vers des choses que Jessica voulait que j'achète, l'absence totale de contact semble étrange. Je me surprends à vérifier mon téléphone plus souvent que d'habitude, non pas parce que je veux avoir de leurs nouvelles, mais parce que le calme est si peu familier. J'ai commencé à combler ce silence avec de nouvelles relations et de nouvelles activités. Le groupe de randonnée est devenu une partie régulière de ma semaine, et j'ai rejoint un club de lecture qui se réunit dans un café local. Je suis un cours de photographie le week-end, quelque chose que j'ai toujours voulu essayer, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps quand je gérais les crises de tout le monde. Marc a été incroyablement encourageant pendant cette transition, même si j'ai pris soin de ne pas le submerger avec les détails de mes drames familiaux. Il a rencontré certains des autres randonneurs et s'intègre naturellement au groupe. Il y a quelque chose de rafraîchissant à être avec des gens qui ne me connaissent que comme Amanda, l'ingénieur logiciel qui aime les sentiers de montagne et la bière artisanale, pas Amanda, le distributeur automatique de billets de la famille avec des problèmes de culpabilité complexes. J'ai aussi commencé à travailler avec un conseiller financier, pour la première fois de ma vie. Quand on déplace constamment de l'argent pour aider d'autres personnes, la planification à long terme devient impossible. Maintenant que mes revenus sont entièrement les miens, j'apprends à connaître les comptes de retraite, les stratégies d'investissement et les objectifs d'épargne. C'est embarrassant d'admettre que j'ai 28 ans et que j'ouvre seulement maintenant mon premier compte de retraite individuel, mais mieux vaut tard que jamais. La conseillère a été choquée quand je lui ai montré mes habitudes de dépenses antérieures. Vous souteniez essentiellement un ménage de 3 adultes en plus de vos propres dépenses, a-t-elle dit. Pas étonnant que vous n'accumuliez pas de patrimoine malgré un bon salaire. Regardez les projections de ma situation financière dans 5 ou 10 ans, si je maintiens mon taux d'épargne actuel, est à la fois excitant et exaspérant. Excitant, parce que les chiffres sont substantiels, je pourrais être propriétaire de ma maison, voyager beaucoup,
peut-être même prendre une retraite anticipée. Exaspérant, parce que cela met en évidence la part de mon potentiel financier que j'ai sacrifié pour des gens qui ne l'ont jamais apprécié. Je me suis demandé comment ma famille s'adaptait à sa nouvelle réalité. Selon les mises à jour occasionnelles de Rachel, la transition a été difficile. Maman a apparemment passé le premier mois après leur retour à faire des commentaires aux voisins sur sa déception à mon égard, se présentant comme la victime de la dépression d'une fille ingrate. Elle n'arrête pas de dire à quel point tu as changé, m'a dit Rachel lors de notre dernière conversation, comment tu étais si généreuse et tournée vers la famille, et maintenant tu es égoïste et froide. Elle semble sincèrement confuse quant à la raison de ton départ. Le fait que ma mère ne puisse pas faire le lien entre leur traitement à mon égard et mon départ en dit long sur son niveau de conscience de soi. Dans son esprit, c'est moi qui ai changé, pas la dynamique familiale qui m'a poussé à partir. Jessica, quant à elle, a dû faire face à la réalité d'être une adulte de 25 ans avec de vraies dépenses. Rachel a mentionné qu'elle s'est plainte de devoir acheter ses propres courses et son essence, et qu'elle a du mal avec le trajet pour son nouveau travail parce que sa voiture a besoin de réparations qu'elle ne peut pas se permettre. Elle m'a demandé si je pensais que tu l'aiderais avec la situation de la voiture, a dit Rachel prudemment. Je lui ai dit que ce bateau avait coulé. Il est révélateur que même maintenant, après tout ce qui s'est passé, le premier instinct de Jessica soit toujours de chercher quelqu'un d'autre pour résoudre ses problèmes. L'idée qu'elle pourrait avoir besoin d'économiser de l'argent, de rechercher des options de financement, ou de faire des ajustements de style de vie pour s'adapter à ses revenus réels lui semble étrangère. Papa a apparemment été le plus pragmatique face à la situation, se concentrant sur le remplacement des appareils électroménagers essentiels plutôt que d'essayer de maintenir leur niveau de vie antérieur. Il a acheté un réfrigérateur et une machine à laver d'occasion, et il se débrouille avec des modèles plus petits et plus anciens pour tout le reste. Selon Rachel, il a fait des heures supplémentaires au travail pour couvrir les dépenses imprévues. Il semble presque soulagé, d'une certaine manière, à observer Rachel, comme s'il savait peut-être qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens, mais ne savait pas comment changer ça. Ce commentaire m'a hanté pendant des jours. Mon aide financière avait-elle en fait piégé ma famille dans un style de vie insoutenable? Leur avais-je permis d'éviter de faire les choix difficiles qui auraient conduit à de meilleures habitudes financières à long terme? Je pense aux années que j'ai passées à m'inquiéter de leur paiement d'hypothèque, de leurs factures de services publics, de leurs diverses urgences. Je me souviens de m'être couché la nuit en calculant si je pouvais me permettre d'aider avec telle ou telle réparation, ou telle dépense imprévue. Je me souviens du stress constant d'être financièrement responsable, non seulement pour moi-même, mais pour 3 autres adultes qui prenaient des décisions sans tenir compte de leur capacité à en payer les conséquences. Pendant ce temps, ils n'ont jamais eu à subir ce stress, car ils savaient que je serais toujours là pour les rattraper. Ils n'ont jamais eu à dire non à un achat, car quelqu'un d'autre le couvrirait. Ils n'ont jamais eu à faire face au coût réel de leur choix, car le coût était toujours reporté sur moi. En essayant de les aider, je leur avais en fait du mal et à moi-même par la même occasion. Les gens me demandent parfois si ma famille me manque ou si je regrette ma décision. La réponse honnête est compliquée. Est-ce que les traditions familiales et les gens qui me connaissent depuis toujours me manquent? Parfois. Est-ce que je regrette de m'être défendu et d'avoir refusé qu'on profite de moi? Jamais. J'ai appris qu'être parent avec quelqu'un ne lui donne pas le droit de mal vous traiter. J'ai appris que la générosité financière ne signifie rien si elle n'est pas associée à un respect et à une considération de base. Plus important encore, j'ai appris que je vaux plus que l'argent que je peux fournir aux autres. Mon ancienne vie était construite autour du confort des autres, à mes propres dépens. Ma nouvelle vie est construite autour de mes propres valeurs, de mes propres objectifs et de mon propre bonheur. La différence est remarquable. Pour tous ceux qui lisent ceci et qui se trouvent dans une situation similaire, être pris pour acquis par leur famille, donner constamment sans recevoir, se sentir comme un compte en banque plutôt que comme une personne, sachez que vous avez des options. Vous ne devez à personne votre soutien financier, surtout s'ils ne l'apprécient pas. Vous ne devez à personne votre présence dans leur vie s'ils vous font constamment sentir malvenu ou sans importance. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de partir. Je ne sais pas si ma famille comprendra un jour pourquoi je suis parti, ou si elle reconnaîtra son rôle dans le fait de m'avoir poussé à bout, mais j'ai fait la paix avec le fait que leur compréhension n'est pas nécessaire à mon bonheur. Je construis de nouvelles traditions avec des gens qui veulent vraiment de ma présence. Je planifie des vacances qui m'enthousiasment, dans des endroits que je choisis, avec des gens qui apprécient ma compagnie. J'économise de l'argent pour mes propres rêves, au lieu de subventionner ceux des autres. Et pour la première fois de ma vie d'adulte,
Je suis exactement là où je veux être. Mise à jour. Cela fait presque un an que j'ai déménagé à Denver, et je voulais partager comment les choses ont évolué. Marc et moi parlons d'emménager ensemble, ce qui est à la fois excitant et terrifiant pour quelqu'un qui n'a jamais été dans une relation vraiment saine. Il a rencontré certains de mes nouveaux amis et s'intègre parfaitement au groupe de randonnée. Personne ici ne connaît mes drames familiaux, à moins que je ne choisisse de leur en parler, ce qui est incroyablement libérateur. Le travail continue de bien se passer. On m'a confié des projets de grande envergure et on envisage de me proposer un poste de développeur senior, ce qui s'accompagnerait d'une augmentation significative. L'ironie ne m'échappe pas que ma carrière ait prospéré une fois que j'ai cessé de m'inquiéter des besoins financiers de tout le monde. J'ai aussi commencé à voir une thérapeute, principalement pour travailler sur la culpabilité et la colère que je ressens encore à propos de ma situation familiale. Elle m'a aidé à comprendre que les schémas comportementaux de mes parents étaient établis bien avant que je ne commence à les encourager, et que mon départ a probablement créé des conséquences nécessaires qu'ils évitaient depuis des années. Quant à ma famille, le silence a été presque complet. Rachel me donne des nouvelles de temps en temps quand je le demande, mais j'ai appris à limiter ces conversations, car les informations me rendent généralement triste ou en colère. Apparemment, mes parents ont fini par remplacer la plupart des appareils que j'avais emportés, bien qu'ils aient acheté des articles d'occasion et des versions plus petites de tout. Jessica travaille toujours à l'agence de marketing et a apparemment obtenu une petite promotion. La maison fonctionne. Tout le monde est nourri et vêtu, et la vie continue. Ils ont cessé de demander à Rachel mes coordonnées, ce qui suggère qu'ils ont enfin accepté que je ne reviendrai pas. Une partie de moi se demande s'ils ont jamais vraiment compris pourquoi je suis parti, ou s'ils me voient toujours comme la fille qui est inexplicablement devenue égoïste et cruelle. Mais c'est leur histoire à se raconter. Et j'ai cessé d'essayer de la contrôler. Mon histoire est différente. C'est celle d'une femme qui a passé la vingtaine à soutenir des gens qui la prenaient pour acquise, et la trentaine à construire une vie qui la rend vraiment heureuse. C'est l'histoire d'apprendre la différence entre être généreux et être utilisé. C'est découvrir qu'on peut aimer sa famille, tout en choisissant de ne pas faire partie de son dysfonctionnement. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais qu'il m'appartient de le décider. Et après des années à vivre pour les attentes et les besoins des autres, cette liberté vaut tout ce que j'ai laissé derrière moi. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas dramatique ou immédiate. Parfois, c'est simplement de bien vivre sans les gens qui n'ont pas su vous apprécier quand ils en avaient l'occasion. À tous ceux qui ont besoin d'entendre ceci, vous valez plus que ce que vous pouvez fournir aux autres. Vous méritez des relations fondées sur le respect mutuel et l'affection sincère. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous éloigner des gens qui ne voient pas votre valeur. Croyez-moi, la vue de l'autre côté vaut le voyage.